Je suis Evelyn Vance, surnommée Evie, j'ai 35 ans, et je suis le grand échec de la dynastie Vance, une famille de militaires basée à Washington, D.C. Ils se sont moqués de moi quand j'ai quitté West Point, mais ils n'ont jamais su que je n'avais pas abandonné. J'ai été recruté. Ce soir, au gala de mon père, ils allaient m'ignorer une fois de plus, sans se douter qu'un simple message crypté, caché dans ma poche, pouvait commander des hommes plus puissants que tous ceux qu'ils rencontreront jamais. En conduisant vers Fort Mcnair, je m'accrochais à une lueur d'espoir insensé. Mais, à l'intérieur de l'étincelante salle de bal, l'humiliation finale est venue de ma tante. Devant un général, elle a demandé d'une voix forte, « Evie, ma chérie, est-ce que tu colles toujours des étiquettes sur des boîtes de rangement au département de l'énergie ?» Un frisson glacial m'a parcouru le dos, ma gorge s'est serrée, et les mots m'ont manqué, me laissant seulement capable d'afficher un sourire creux, longuement répété. Vous a-t-on déjà fait vous sentir invisible, au sein de votre propre famille? Si vous connaissez cette douleur unique, laissez un commentaire. Je vous comprends. Restez avec moi, car vous êtes sur le point de voir cette femme invisible réécrire l'héritage entier de sa famille. Ce sourire creux et répété était mon bouclier, un masque que j'avais perfectionné au fil des décennies, lors des dîners dominicaux dans la maison familiale de Georgetown. Ces dîners n'étaient pas des réunions conviviales. C'étaient des rituels obligatoires, faits de jugements silencieux. Et ce soir-là, ne faisait pas exception. J'étais assise dans ma simple robe grise, tel un fantôme à la table de ma propre famille, essayant de prendre le moins de place possible. L'air était lourd, chargé du riche parfum du bœuf Wellington de ma mère, et du poids étouffant des règles non dites. De l'autre côté de la table, mon père, l'amiral à la retraite Richard Vance, ne s'adressait qu'à ma sœur, sa voix résonnant de fierté alors qu'il parlait de sa prochaine promotion. Capitaine Caitlin Vance, a-t-il testé le titre, les yeux brillants. Ça sonne bien. Ma mère, Eleanor, une femme dont la posture était aussi rigide que ses normes sociales, a subtilement corrigé la façon dont je tenais ma fourchette. Un léger hochement de tête, presque imperceptible, a suffi. J'ai ajusté ma prise, tandis que la morsure familière du sentiment d'inadéquation me serrait la poitrine. Le cliquetis de la lourde argenterie contre la porcelaine royale d'Oulton était le seul son, qui semblait reconnaître ma présence. J'avais l'impression d'être une doublure, dans la grande pièce de théâtre de la famille Vance, un rôle que je n'étais jamais censé remplir véritablement. Tout ce que je voulais, c'était que la soirée se termine. Après le repas, nous sommes passés au salon, le cœur de la maison, où un feu crépitait dans la cheminée. C'était la scène, prévue pour l'événement principal de la soirée. Mon père s'est tenu devant la cheminée, une place d'honneur réservée aux portraits de famille et aux distinctions militaires, et a sorti une boîte en velours bleu foncé, usée par le temps. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Je savais ce que c'était. La bague de famille des Vance, transmise de génération en génération. Il l'a ouverte, révélant le diamant brillant, niché à l'intérieur. Il ne m'a même pas jeté un regard. Son attention était entièrement concentrée sur ma sœur. Il a pris la bague, et l'a glissée au doigt de Caitlin. Elle lui allait parfaitement. Puis, il a finalement tourné son regard vers moi. Ses yeux, de la même nuance de gris acier que les miens, étaient froids et méprisants. Ceci, a-t-il dit, sa voix baissant d'un ton, devenant grave et délibéré, tranchant plus profondément que n'importe quel cri. C'est pour quelqu'un qui en est digne, Evie. Quelqu'un qui comprend, et qui porte l'héritage familial, que tu ne comprendras jamais. Les mots sont restés suspendus, dans le silence oppressant de la pièce, tel un verdict officiel sur mon existence entière. Ma mère a hoché la tête, un sourire serein et satisfait ornant ses lèvres. Elle approuvait ce jugement. Caitlin a levé la main, admirant l'éclat du diamant sous la lumière de la lampe. Elle m'a lancé un regard, un cocktail toxique de triomphe et de pitié, qui m'a retourné l'estomac. J'ai senti mes mains se serrer en poing sous la table, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes, cette douleur aiguë étant une distraction bienvenue, face au poids écrasant dans ma poitrine. Il fallait que je sorte. J'ai besoin d'un peu d'air, ai-je réussi à dire, ma voix n'étant plus qu'un murmure tendu. Je me suis échappé vers la véranda arrière. L'air froid et humide de Washington a été un choc, sur ma peau brûlante. Je me suis tenu sous l'immense et ancien magnolia, ses feuilles sombres formant une silhouette familière, se découpant contre la lueur de la ville. J'ai refoulé mes larmes, refusant de leur donner cette satisfaction. Ils avaient déjà tout pris. Ils n'auraient pas mes larmes. Juste à ce moment-là,
une vibration silencieuse est venue de la poche de mon manteau. Ce n'était pas mon téléphone personnel. C'était une fréquence différente, un monde différent. J'ai sorti l'appareil, un communicateur crypté et élégant, aussi fin qu'une carte de crédit. L'écran s'est illuminé, affichant une seule ligne de texte. Anya, le nom qu'il ne connaissait pas, la personne que j'étais vraiment. J'ai pris une grande inspiration, pour me calmer. L'air froid a rempli mes poumons, dissipant le brouillard de la douleur. En fouillant dans un compartiment caché de mon portefeuille, j'ai récupéré ma propre bague. Elle était en platine, et non en or, avec un saphir bleu profond en son centre, le symbole de la direction. J'ai pressé la bague contre l'écran de l'appareil, un doux carillon a retenti, suivi d'un éclat de lumière verte. J'ai regardé à nouveau par la fenêtre, observant le tableau de la famille parfaite, près du feu. Il pensait m'avoir défini. Il pensait avoir gagné. Un vrai sourire, le premier de la soirée, a effleuré mes lèvres. Ils pensent que je n'en suis pas digne, mais ont-ils la moindre idée de ce que signifie vraiment être digne? Le platine froid de la bague en saphir me semblait lourd dans la main, alors que je m'éloignais de Georgetown en voiture. Un contraste saisissant, avec le diamant qui m'avait été refusé. Ce n'était pas la première fois qu'ils m'effaçaient de leur héritage. La première fois, cela n'avait pas été fait avec des mots prononcés devant une cheminée, mais avec de l'encre noire, sur un document légal. Un acte d'effacement, silencieux et permanent. Le souvenir, vif et indésirable, a refait surface, tandis que les lumières de la ville défilaient floues derrière mon pare-brise. Tout a commencé avec West Point. Mon départ n'était pas l'acte de faiblesse, que ma famille a voulu dépeindre. C'était une ascension. Je me souviens encore de l'odeur des vieux livres, et de l'encaustique, dans le bureau du général Thompson, le fondateur de la direction, et le meilleur ami de mon grand-père. C'était un homme qui voyait au-delà de la fille calme et maladroite que ma famille percevait, et qui a reconnu un esprit adapté, pour les guerres complexes et silencieuses de l'ère moderne. Il n'a pas vu un échec. Il a vu une arme. La cérémonie était secrète, avec seulement 3 personnes présentes. Mais le poids du serment que j'ai prêté ce jour-là, était plus lourd que n'importe quelle médaille, que mon père pourrait jamais arborer. Je n'abandonnais pas. J'étais recruté, dans un monde que ma famille ne pouvait même pas comprendre. Bien sûr, ils ne l'ont jamais su. Pour eux, mon départ était un échec catastrophique, une tâche publique sur le nom immaculé d'Evans. Les retombées ont été rapides et brutales. Mon père, l'amiral, ne m'a pas adressé la parole pendant 6 mois. C'était une punition silencieuse, un silence étouffant, qui hurlait sa déception plus fort que n'importe quelle tirade. Je le voyais à la table du petit déjeuner, la mâchoire crispée alors qu'il lisait le Wall Street Journal, ignorant totalement ma présence. La désapprobation de ma mère était plus théâtrale. Il y avait des appels téléphoniques larmoyants, des soupirs dramatiques, et des lamentations auprès de ses amis du country club, expliquant à quel point elle avait échoué, comment sa plus jeune fille avait gâché tous ses avantages. Je ne sais tout simplement pas ce que nous allons dire aux gens, gémissait-elle. Sa préoccupation principale n'était pas mon bien-être, mais le statut social de la famille. Caitlin, l'éternel enfant prodige, a perfectionné l'art de la pitié condescendante. Je me sens tellement mal pour elle, l'ai-je entendu dire à une amie. La pression était tout simplement trop forte pour la pauvre Evie. Sa sympathie était une lame plus tranchante que le silence de mon père, transformant l'histoire en une preuve de ma propre fragilité. Mais, la nature véritablement calculée de mon exclusion a été révélée 1 an plus tôt, quand j'avais 21 ans. Je venais d'avoir une terrible dispute avec mon père. J'avais refusé de postuler à la faculté de droit de Georgetown, une voie qu'il avait toute tracée pour moi. Il voyait cela comme la seule carrière civile respectable, pour un Vance qui refusait de servir. Moi, je voyais cela comme une autre cage dorée. Plus tard dans la soirée, cherchant refuge dans le calme de sa bibliothèque aux boiseries en acajou, j'ai vu une enveloppe sur son bureau. Elle venait de Covington et Burlin, l'ancien cabinet d'avocats de Washington, qui gérait les affaires de ma famille depuis un siècle. Un frisson de malaise m'a traversé. Je n'aurais pas dû regarder, mais un instinct, un besoin de comprendre les forces qui façonnaient ma vie, m'y a poussé. Mes mains tremblaient, alors que je sortais les documents. C'était une ébauche mise à jour du testament de mon père. J'ai parcouru les pages, le jargon juridique devenant flou, jusqu'à ce que mes yeux s'arrêtent sur un paragraphe. Il était là, mon nom, Evelyn Vance, avec une simple et brutale ligne noire tracée par-dessus.
Il avait été rayé de la liste des héritiers principaux, à côté de ma sœur. Le document détaillait ensuite mon nouveau statut, largement diminué. Je devais être la bénéficiaire d'un petit fonds en fiducie, mais même cela était assorti de conditions. Les fonds ne seraient débloqués que si je faisais preuve de maturité et d'adhésion aux valeurs fondamentales de la famille Vance. Un standard vague et impossible à atteindre, qui ne serait jugé que par mes parents. C'était une pierre tombale juridique. Ils n'avaient pas seulement été déçus par moi. Ils avaient été actifs, m'effaçant légalement et financièrement de leur vie. L'air dans la bibliothèque est devenu froid et raréfié. Je pouvais entendre le tic-tac régulier de l'horloge grand-père, dans le couloir. Chaque tic-tac marquant une seconde de ma nouvelle réalité, en tant qu'étrangère. J'étais officiellement, et contractuellement, renié. Le souvenir de ce papier froid et dur rendait le saphir à mon doigt plus chaud, plus lourd, chargé d'une signification différente. Cela m'a ramené à un autre souvenir, un contrepoint au silence étouffant de la bibliothèque. C'était le jour où Thompson m'a donné cette bague, juste avant ma première mission sous couverture profonde. Nous étions dans son bureau spartiate, un lieu qui privilégiait la fonction sur la forme. Il m'a versé une tasse de café noir et chaud, dans un épais mug en céramique. Il m'a regardé, ses yeux gentils mais perçants, voyant la blessure que j'essayais si fort de cacher. « Ta famille » a-t-il commencé, sa voix résonnant comme un grondement sourd. Ils ont leur héritage. Il est bâti sur des parades, des conférences de presse, et des cuivres bien polis. C'est un bel héritage, pour ce qu'il vaut. Il a fait une pause, laissant les mots s'installer. Mais il y a une autre sorte d'héritage, Evie. C'est celui en lequel ton grand-père, et moi-même, avons cru. C'est l'héritage du service silencieux, bâti dans l'ombre par des gens qui ne seront jamais remerciés, dont les victoires ne seront jamais célébrées. Il a ouvert une petite boîte modeste, et a révélé la bague en saphir. Elle n'était pas aussi grande, ni aussi voyante que le diamant de la famille, mais son bleu profond, semblable à une étoile, semblait renfermer un univers tout entier. Cette bague, a-t-il dit en la plaçant dans ma main, est un symbole de cet autre héritage. Elle a plus de valeur que n'importe quel diamant, car elle ne représente pas ce dont tu hérites, mais ce que tu protèges. Non pas qui tu es, mais ce que tu fais quand personne ne regarde. Il a doucement pris ma main, et a glissé la bague à mon doigt. Elle m'allait parfaitement. Richard peut voir un héritage de pierre et d'or, a-t-il dit, utilisant le prénom de mon père avec une aisance familière. Mais toi, Evie, tu fais désormais partie d'un héritage de sacrifice silencieux. Ne l'oublie jamais. Cette promesse, cette onction, était devenue mon seul véritable héritage. C'était la fondation sur laquelle j'ai bâti ma vie, quand le sol sous mes pieds avait été légalement dérobé. Le général Thompson m'a donné un nouvel héritage, mais il ne pouvait pas me donner une nouvelle famille. Si mes propres parents pouvaient si froidement m'effacer de leur vie, en quoi pouvais-je encore croire? À qui pouvais-je bien faire confiance, si ce n'est à moi-même? La question de la confiance résonnait dans le silence stérile de mon appartement d'Arlington. Me faire confiance était la seule option qu'il me restait. Ma vie est devenue une dualité méticuleusement construite, une performance constante et épuisante. Je conduisais ma raisonnable Toyota Camry, depuis le parking gouvernemental sécurisé, jusqu'à ce petit appartement impersonnel. Ce n'était pas un foyer. C'était une planque, une station d'opération. Tout était net, gris, et dénué de personnalité. Il n'y avait pas de photographies sur les murs, pas de bibelots sentimentaux sur les étagères. Juste des lignes sécurisées, des portes blindées, et le bourdonnement constant et sourd des serveurs cryptés. C'était l'architecture solitaire de la vie que j'avais bâtie. Le jour, j'étais Evie Vance, la discrète analyste politique du département de l'énergie. Je portais des tailleurs pantalons quelconques, j'assistais à des réunions abrutissantes sur les réglementations du réseau électrique, et je mangeais mon déjeuner, une salade préemballée de la cafétéria, assise à mon bureau. J'étais oubliable, invisible par conception, un fantôme dans la machine bureaucratique. Mes collègues me connaissaient comme quelqu'un de poli, mais distante. Ils ignoraient que les rapports ennuyeux que je déposais, n'étaient que des couvertures pour les renseignements que je fournissais à la direction. Mais quand le soleil se couchait sur le Potomac, Evie cessait d'exister. La porte était verrouillée 3 fois, le système de sécurité activé, et les rideaux occultants tirés. Dans la lueur bleue de mes écrans, je devenais Anya. Mes soirées étaient un tourbillon de décodage d'interception d'agents étrangers, d'analyse d'images satellites,
et de gestion d'actifs dans des régions instables du monde. Le dîner se résumait généralement à des lasagnes surgelées de Stouffer, ou à une poignée d'amandes avalées sans les goûter, mes yeux ne quittant jamais les flux de données. Les visages des agents que je dirigeais, des gens dont la vie dépendait de mes décisions, n'étaient que des noms de code et des images pixelisées. Il m'était interdit de m'attacher, ou même de me souvenir de leur vrai nom. C'était une part nécessaire, et destructrice pour l'âme, de mon travail. Le sommeil était un luxe, une série de courtes siestes agitées, souvent interrompues par des alertes venant de l'autre bout de la planète. Certaines nuits, l'épuisement était un poids physique, une pression écrasante derrière mes yeux. Ces nuits-là, je montais dans ma voiture et je conduisais, tout simplement. Je descendais vers le sud sur la île 95, loin de la lueur stérile de la ville, profondément dans le cœur rural de la Virginie. Ma destination était toujours la même, un Waffle House ouvert 24h24, situé à une sortie oubliée, son enseigne jaune vif agissant comme un phare dans l'obscurité. Je me glissais dans une cabine en vinyle usé, où je m'asseyais au comptoir, l'air chargé de l'odeur du bacon grésillant et du café brûlé. Je commandais un café noir, et une assiette de pancakes aux myrtilles. La serveuse de nuit, une femme plus âgée et gentille nommée Marge, aux yeux fatigués et au sourire chaleureux, avait appris à me connaître. Elle n'a jamais demandé ce que je faisais, ou pourquoi une jeune femme était toujours seule à 2 heures du matin. Elle se contentait de garder ma tasse de café pleine. « Tu as l'air crevé, ma belle », disait-elle, sa voix éraillée par des années de cigarettes et de petites discussions. « Mange. Tu as besoin de force. » Cette gentillesse simple et imméritée, venant d'une étrangère, était une encre. Dans ce restaurant graisseux et bien éclairé, entouré de chauffeurs routiers et de travailleurs de nuit, je n'étais ni Evie, ni Anya. J'étais juste une femme fatiguée, en train de manger des pancakes. Pendant quelques précieux instants, je me sentais humaine. Une nuit, de retour dans le silence stérile de mon appartement, je passais en revue le rapport de fin de mission de l'opération Soleil d'hiver. C'était la mission qui avait coûté la vie au général Thompson, et qui avait failli me coûter la mienne. Une douleur soudaine et aiguë a irradié de mon omoplate gauche, la douleur familière d'une vieille blessure. J'ai tendu le bras en arrière, mes doigts traçant la ligne en relief et irrégulière de la cicatrice sous ma chemise, un souvenir permanent laissé par un éclat d'obus. C'était un rappel physique du prix de cette vie. J'avais tout échangé pour cela. J'avais échangé une famille, aussi brisée soit-elle, contre une vie de secret. J'avais échangé la possibilité de l'amour, pour la certitude du devoir. J'avais échangé une vie normale, faite de barbecue dans le jardin et de réunions de vacances, pour le fardeau froid et solitaire du pouvoir et de la responsabilité. En fixant mon propre reflet dans l'écran noir, j'ai vu les cernes sous mes yeux, la tension dans ma mâchoire. Cela en valait-il la peine? La question est restée suspendue dans la pièce vide, telle une accusation silencieuse. La sécurité de la nation reposait sur mes épaules, mais ma propre âme se sentait terriblement, et profondément, seule. La solitude oppressante de mon appartement d'Arlington me semblait à des années-lumière, alors que je conduisais sur les routes sinueuses et bordées d'arbres des montagnes Blue Ridge. L'air ici était différent, plus propre, parfumé par les pins et la terre humide. Ma destination était Ravenwood. L'installation clandestine de recherche et développement, qui était le cœur de la direction. Caché dans une vallée isolée, à l'abri des regards satellites et de la curiosité civile, cet endroit était davantage un foyer pour moi, que ne l'avait jamais été la maison de ma famille à Georgetown. C'était mon sanctuaire, le seul endroit où je n'avais pas à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Alors que je passais le dernier point de contrôle de sécurité non marqué, une silhouette familière m'attendait sur les marches du bâtiment principal. Le sergent-major Elias Thorne, une légende vivante dans la communauté des forces spéciales. Thorne était un homme taillé dans le granit et la poudre à canon, avec des yeux qui avaient vu plus de choses que la plupart des livres d'histoire n'en contenaient. Il avait été le bras droit du général Thompson pendant 30 ans. Et maintenant, il était mon allié le plus fidèle. Il était la seule personne, dans toute l'organisation, à connaître mon histoire complète. Le seul qui avait l'autorisation de contourner le protocole. Lorsque je suis sorti de la voiture, il m'a fait un bref signe de tête respectueux. Il n'a pas salué. Il ne m'a pas appelé directrice, ni Anya. Evie, a-t-il dit, sa voix ressemblant à un grondement sourd, qui était étrangement réconfortant. Heureux de te revoir. Le simple fait d'entendre mon vrai nom, prononcé avec un respect simple et sans artifice, a fait disparaître la tension de mes épaules, pour la première fois depuis des jours. Ici,
Je n'étais pas la fille décevante, ni la directrice énigmatique. J'étais juste Evie. Plus tard dans la soirée, après une longue journée de réunion sur le protocole Chimère, je me suis retrouvé dans le bureau de Thorne. C'était un contraste saisissant avec les laboratoires stériles et high-tech, qui remplissaient le reste de Ravenwood. Son bureau était un petit espace calme, qui sentait le vieux cuir, l'huile de fusil, et le café fort. Les murs étaient tapissés d'étagères, gémissant sous le poids des livres d'histoire militaire. La seule décoration était une photographie encadrée de son ancienne unité, en Afghanistan. Il m'a fait signe de m'asseoir dans un fauteuil en cuir usé, pendant qu'il récupérait une bouteille de bourbon du Kentucky haut de gamme, et 2 lourds verres en cristal, dans une armoire verrouillée. Il a versé 2 doigts du liquide ambré dans chaque verre, pur, et m'en a tendu un sans un mot. J'ai pris une gorgée lente, la chaleur du bourbon se répandant dans ma poitrine, chassant un peu du froid persistant du dîner de ma famille. Thorne s'est installé dans son fauteuil derrière son grand bureau en chêne, m'étudiant de son regard fixe et entendu. Il n'a pas brusqué le silence. Il l'a laissé s'installer entre nous, un calme confortable que je n'éprouvais nulle part ailleurs. « Tu as l'air préoccupé », a-t-il fini par dire, sa voix calme et directe. Plus que d'habitude. C'était encore ta famille. La question était si directe, si dénuée de jugement, que je me suis surprise à répondre honnêtement. Mon père, ai-je dit, la voix basse. Il a donné la bague de famille à Caitlin, et m'a dit que je n'en étais pas digne. Thorne n'a pas offert de platitude vide de sens, ni ne m'a dit que cela n'avait pas d'importance. Il a simplement hoché lentement la tête, une profonde compréhension dans les yeux. Il connaissait la dynamique de ma famille, presque aussi bien que moi. Il a écouté pendant que je racontais les mots froids, les gestes méprisants. Il était un roc, absorbant l'impact de ma douleur sans ciller. Quand j'ai eu terminé, il a pris une lente gorgée de son bourbon. « Sois prudente, Evie », a-t-il déclaré, son ton passant du paternel au professionnel. « Ta famille est une distraction, mais il y a une véritable menace à l'horizon. » Marcus Gallo a refait surface. Mon sang s'est glacé. Gallo était l'agent voyou, responsable du désastre de l'opération Soleil d'hiver, l'homme dont l'ambition avait causé la mort du général Thompson. Il travaille comme consultant en sécurité, pour un entrepreneur de la défense ayant des liens profonds avec le Pentagone, a poursuivi Thorne. Il n'a pas oublié que c'est toi qui l'as démasqué. Un homme comme ça ne pardonne pas. Il attend. La nouvelle m'a frappé comme un poids de plomb dans l'estomac. La chaleur du bourbon s'est dissipée. Thorne a vu le changement en moi. Il s'est penché en avant, tirant son portefeuille de sa poche arrière. Il n'a pas sorti un dossier, ni une directive de mission. Il a sorti une photographie usée et pliée, montrant une femme souriante, et une petite fille aux yeux vifs et rieurs. « Ma fille, et ma petite-fille Sarah », a-t-il dit, sa voix bourrue s'adoucissant d'affection. Il a fait glisser la photo sur le bureau, pour que je puisse la voir. Ça, Evie, c'est la vraie famille. Ce n'est pas une question de lignée, ou de nom de famille. C'est une question de savoir qui reste dans ton coin, quand le monde entier est contre toi. Il s'agit de ceux qui sont présents. Il m'a regardé droit dans les yeux. Le général Thompson t'aimait comme une fille. Il voyait en toi son véritable successeur. Et pour ce que ça vaut, moi aussi. Tu es son héritage à lui, pas celui de ton père. N'oublie jamais ça. Ces mots étaient un bouclier, une armure pour mon âme fatiguée. L'espace d'un instant, j'ai senti le poids profond de ma solitude s'alléger. Je n'étais pas entièrement seul dans ce combat. J'avais un allié. J'avais une famille, non pas de sang, mais de choix, forgée dans l'ombre et liée par la loyauté. L'avertissement d'Elias Thorne concernant Marcus Gallo a résonné dans mon esprit pendant des jours. Un bourdonnement à basse fréquence, annonciateur d'un danger imminent. Alors, quand le numéro de ma mère s'est affiché sur mon téléphone sécurisé, une semaine plus tard, j'étais déjà sur mes gardes. J'étais au milieu d'un diagnostic système à Ravenwood. Cet environnement frais et contrôlé, était à des années-lumière de la dynamique chaotique de ma famille. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Evie, ma chérie. Sa voix était douce comme du miel, un ton qu'elle réservait à ses apparitions publiques, ou lorsqu'elle voulait obtenir quelque chose d'important. Cela a immédiatement déclenché une sonnette d'alarme. Ton père et moi nous disions, que cela fait trop longtemps. Nous adorerions t'emmener dîner à l'Inn at Little Washington. Juste nous 3. Une vraie soirée en famille.
Une vraie soirée en famille. Les mots étaient un appât soigneusement choisi. Eileen at Little Washington. Ce n'était pas juste un dîner. C'était une scène de théâtre. Un restaurant 3 étoiles Michelin, niché dans la campagne de Virginie. C'était le lieu de prédilection de la famille Vance, pour orchestrer les décisions de vie majeures, les accords commerciaux, et, le plus souvent, les ultimatums. C'est là qu'ils avaient annoncé l'admission de Caitlin à l'Académie navale, et là qu'ils m'avaient informé qu'ils coupaient mon fonds d'études, après que j'ai changé ma spécialité, passant des sciences politiques à la cryptographie. Mon esprit logique, la part d'Anya en moi, savait que c'était un piège. L'avertissement concernant Gallo était trop frais, le moment trop opportun. Mais la part d'Evie, la fille négligée qui existait encore quelque part au fond de moi, s'accrochait à une lueur d'espoir irrationnel. Peut-être que cette fois, murmurait une voix insensée, ce sera différent. J'ai accepté. Le trajet jusqu'au restaurant a été une bataille silencieuse, à l'intérieur de moi-même. J'ai choisi ma tenue avec la précision d'un agent de terrain préparant une mission. Une robe noire, simple et élégante. Une armure professionnelle, mais discrète. L'auberge était aussi opulente que dans mes souvenirs, des tapis moelleux, des compositions florales incroyablement complexes, et le respect feutré des convives payant une petite fortune pour de l'art comestible. Mes parents étaient déjà installés, à une table isolée dans un coin. Ma mère, dans un tailleur Chanel, a souri de toutes ses dents à mon approche, une démonstration publique d'affection maternelle qui semblait totalement creuse. Mon père, l'amiral, s'est levé et m'a donné une étreinte raide et formelle, qui ressemblait davantage à une fouille au corps. La première heure fut un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle. Ils étaient charmants. Ils ont posé des questions sur mon travail au département de l'énergie, avec un intérêt fin. Ils ont évoqué le souvenir de vacances d'enfance heureuses à Martha's Vineyard, un souvenir soigneusement édité pour exclure les tensions habituelles. Ils ont commandé une bouteille de Cabernet Sauvignon à un prix exorbitant, et ont insisté pour que je prenne un verre. C'était une performance, l'illusion soigneusement construite d'une famille aimante et fonctionnelle. La nourriture est arrivée, de délicates assiettes de foie gras poêlées, et de coquilles Saint-Jacques saupoudrées de truffes, mais je pouvais à peine en sentir le goût. Le nœud dans mon estomac se resserrait à chaque minute qui passait, face à leur mascarade. Enfin, alors que les assiettes de dessert étaient débarrassées, mon père s'est penché en avant, joignant le bout de ses doigts. La représentation était terminée. Evie, a-t-il commencé, sa voix passant de celle d'un patriarche chaleureux, à celle d'un officier commandant. Nous avons une petite affaire de famille à discuter. Il a parlé d'un vieil ami, un homme nommé Robert Taguer, qui possédait une importante entreprise de contrats de défense. L'entreprise de Taguer, a-t-il expliqué, était en lice pour un contrat d'infrastructure énergétique massif, de plusieurs milliards d'euros, mais faisait face à des vents contraires bureaucratiques. Je sais que tu travailles au département de l'énergie, a-t-il dit, son regard se verrouillant sur le mien. Tu es bien placé pour entendre des choses. Nous ne demandons pas grand-chose. Juste quelques informations internes, un aperçu des offres de la concurrence, peut-être un bon mot aux bonnes personnes. Il a fait une pause, laissant le poids de sa demande s'installer. Ce serait d'une grande aide pour Taguer, et en retour, d'une grande aide pour cette famille. Il est temps que tu recommences à te comporter comme une Vance, Evie. Prouve que tu es toujours l'une des nôtres. C'était donc ça, la transaction. De l'amour, et une place dans la famille, en échange d'un crime fédéral. L'air s'est épaissi, le silence n'étant brisé que par le murmure lointain des autres dîneurs. J'ai posé ma fourchette sur la nappe en lin, le petit cliquetis paraissant bruyant dans le calme tendu. J'ai regardé mon père directement dans les yeux. Ma propre voix a émergé, calme et froide, un ton qu'il ne m'avait jamais entendu prendre auparavant. Les informations internes que vous me demandez sont classifiées, père. C'est un crime fédéral. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai abattu ma dernière carte. Et votre ami, Monsieur Taguer. Sa société, Taguer Dynamics, fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale discrète, pour ses liens financiers avec un certain consultant en sécurité. J'ai laissé le nom planer dans l'air, entre nous. Un homme nommé Marcus Gallo. La couleur a quitté le visage de mon père. Il est resté muet de stupeur. Ma mère, cependant, s'est immédiatement mise sur la défensive, son masque poli se fissurant. Evelyne, c'est une accusation affreuse, a-t-elle sifflé, sa voix basse mais tranchante. Tu es toujours si dramatique, à tout compliquer.
Ton père te demande simplement une petite faveur, pour ta famille. Mais j'ai vu la vérité dans leurs expressions choquées. Ils savaient. Ils savaient pour Gallow, et ils s'en moquaient. Ils étaient prêts à m'utiliser, à risquer ma carrière et ma liberté, pour régler une dette envers un ami corrompu. La dernière braise fragile d'espoir en moi est morte, se transformant en cendre froide et dure. Ils ne m'avaient pas seulement sous-estimé. Ils avaient fondamentalement mal compris qui j'étais devenu. J'ai lentement plié ma serviette, et je l'ai posée sur la table. Ma décision était prise. Le silence dans ma voiture, sur le chemin du retour, était plus lourd que n'importe quelle dispute. Je savais que mon refus n'était pas juste un « non ». C'était une déclaration de guerre. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour leur première frappe. 3 jours plus tard, j'ai été convoqué dans le bureau de mon supérieur direct au département de l'énergie, un homme insipide et à cheval sur les règles, nommé Monsieur Henderson. Son attitude placide habituelle avait disparu, remplacée par un regard d'une grave préoccupation. Il a fermé la porte de son bureau, un geste qui m'a immédiatement envoyé une décharge d'adrénaline. « Evelyn » a-t-il commencé, évitant mon regard et mélangeant des papiers sur son bureau. Nous avons reçu une communication troublante. Une communication anonyme. Il a fait glisser un email imprimé sur le bureau, vers moi. Je l'ai pris, mes mains fermes, malgré le tremblement qui commençait au fond de moi. L'email était un assassinat de caractère, déguisé sous le langage du devoir civique. Il me dépeignait comme une personne instable, citant des antécédents troublés de non-conformité et d'insubordination pendant mon séjour à West Point. Il suggérait que ma nature calme n'était pas du professionnalisme, mais le signe d'une potentielle instabilité psychologique, et concluait en s'interrogeant de manière inquiétante sur ma véritable aptitude à occuper un poste avec un accès à des informations gouvernementales sensibles. C'était une campagne de diffamation, conçue pour détruire ma carrière et ma crédibilité. Mes yeux ont parcouru le bas de la page, jusqu'aux métadonnées que le service informatique avait réussi à extraire. L'email avait été envoyé depuis un terminal public. Un terminal public, situé dans la bibliothèque de l'Army and Navy Club. L'institution exclusive de Washington, dont mon père était membre depuis 40 ans. C'était son œuvre. Il n'était pas seulement en colère. Il était passé à l'acte. Il avait essayé de réduire en cendres la seule petite vie tranquille, que j'avais réussi à me construire. Tout cela, parce que j'avais refusé de violer la loi pour lui. La douleur était aiguë, mais elle était rapidement consumée par une marée montante, froide et furieuse. J'ai conduit directement de mon bureau au Navy Yard, jusqu'à l'immeuble en verre et en acier étincelant où vivait ma sœur. Je n'ai pas appelé avant. J'ai contourné le portier avec un flash de mon badge gouvernemental, et j'ai pris l'ascenseur directement jusqu'à son appartement terrasse. Caitlin a ouvert la porte, vêtue de vêtements de sport. Son visage a affiché une expression de surprise, qui s'est rapidement transformée en agacement. « Evie, que fais-tu ici » a-t-elle demandé, en bloquant l'embrasure de la porte. J'ai levé l'email imprimé. Ceci, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. C'est pour ça que je suis là. Le savais-tu ? Elle a jeté un coup d'œil au papier, ses yeux parcourant les mots. L'espace d'un instant, une lueur de culpabilité a traversé son visage. Mais elle a été rapidement éteinte, remplacée par l'attitude défensive familière d'Evans. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas, Caitlin, ai-je dit en la dépassant, pour entrer dans l'appartement. L'Army and Navy Club. C'est son sanctuaire. Tu savais qu'il allait faire quelque chose. Elle a fini par craquer, sa voix s'élevant d'indignation. C'est notre père, Evie. Tu l'as humilié. Tu as refusé d'aider la famille. Tu as refusé de faire une simple chose, après tout ce qu'il a fait pour toi. Tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai ri, un son dur et amer, qui m'a surprise moi-même. Tu veux dire, me déshériter, ou essayer de me faire virer d'un travail qu'il juge indigne de moi. Tu penses que tu es tellement meilleur que nous, n'est-ce pas, a-t-elle riposté, ses mots teintés d'années de ressentiment. Te cacher dans ton petit boulot gouvernemental, nous juger tous. Tu as défié un amiral de la marine des États-Unis. Pensais-tu vraiment qu'il n'y aurait pas de conséquences ? Papa voulait juste te donner une leçon. Une leçon de loyauté. Et voilà. Le coup de grâce final, qui venait tout clarifier. Me donner une leçon. Dans leur monde tordu, c'était moi qui étais en tort.
Mon refus de commettre un crime était un acte de déloyauté qui exigeait une punition. Les derniers vestiges de douleur en moi se sont solidifiés, en quelque chose de dur et d'inflexible. La partie de moi qui avait toujours espéré, toujours aspiré à leur approbation, est morte à cet instant. Dans le luxueux salon inondé de soleil de Caitlin, je me suis retourné, et j'ai marché vers la porte, sans un mot de plus. « Où vas-tu » m'a interpellé Caitlin, une pointe d'incertitude dans la voix. Je me suis arrêté sur le seuil, mais je n'ai pas regardé en arrière. « Apprendre ma leçon » ai-je répondu. Le trajet de retour vers mon appartement d'Arlington fut un tourbillon de rage froide et lucide. Ils avaient franchi une limite, d'où il n'y avait pas de retour en arrière. Il ne s'agissait plus d'être ignoré, ou mal aimé. Il s'agissait de survie. Ils ne voulaient pas seulement me contrôler. Ils voulaient me détruire. Je suis entré dans ma planque, j'ai verrouillé les 3 serrures, et je suis allé directement à mon poste de travail. La colère n'était plus brûlante et chaotique. Elle était concentrée, un faisceau laser de résolution pure, et non diluée. Je me suis assise, la posture parfaite, et j'ai regardé la bague en saphir à mon doigt. Je me suis souvenu des mots du général Thompson, un héritage de service silencieux, ce que tu fais quand personne ne regarde. Pendant des années, j'avais protégé ce pays de ses ennemis dans l'ombre. Maintenant, je devais me protéger moi-même. Mes doigts ont survolé le clavier crypté, le cliquetis des touches étant le seul son dans la pièce. J'ai composé un nouveau message, mon objectif étant absolu. Je l'ai adressé à Thorn. L'objet était simple, activer le protocole chimère. Le corps du message était encore plus simple, acquisition de cible. Marcus Gallo, et tous les actifs associés. J'ai fixé les mots pendant le battement silencieux d'un seul cœur. Puis, j'ai cliqué sur envoyer. L'icône d'envoi a clignoté une fois sur mon écran, un point de non-retour numérique. Moins de 60 secondes plus tard, ma ligne sécurisée a bourdonné, un appel entrant d'un numéro protégé. C'était Thorn. Anya. Sa voix était strictement professionnelle, dépouillée de la chaleur de notre conversation précédente. Le jeu avait commencé. J'ai reçu vos directives. Quel est votre premier mouvement? Trouvez-moi un CIF, ai-je ordonné, utilisant l'acronyme pour installation sécurisée pour information compartimentée. Et rassemblez nos meilleurs analystes réseau. Nous partons à la chasse. Dans l'heure qui a suivi, une salle de conférence stérile, située au cœur de Ravenwood, avait été transformée en salle de guerre. Le léger bourdonnement des serveurs surpuissants a remplacé le silence. Des écrans géants fixés aux murs s'illuminaient de flux de données complexes, de graphiques, et de cartes satellites. Thorn se tenait à mes côtés, une présence silencieuse et imposante, tandis que 2 de nos meilleurs analystes, un jeune prodige nommé Diaz, et une vétérane nommée Shen, tapaient frénétiquement sur leurs terminaux. Dans cette pièce, je n'étais pas la timide évivance. J'étais la directrice Anya, et la rage froide et calculée, qui m'avait propulsé jusqu'ici, s'était maintenant installée dans un état de clarté hyperfocalisée. J'étais dans mon élément. Diaz, je veux un rapport complet sur l'empreinte numérique de Marcus Gallo des 5 dernières années, ai-je ordonné, la voix vive et claire. Transactions financières, associés connus, sociétés écrans, communication cryptée. Je veux savoir ce qu'il a pris au petit déjeuner. Shen, concentrez-vous sur ta guerre Dynamics. Je veux voir chaque euro qui a circulé entre ta guerre et Gallo. Suivez l'argent. Pendant les 48 heures suivantes, nous avons travaillé sans relâche, alimentés par le café noir, et par un sens commun du devoir. Les écrans se sont remplis d'une toile complexe de tromperies. Nous avons découvert des comptes offshore dans les îles Caïmans, des employés fantômes sur la liste de paix de ta guerre, et des messages cryptés, qui laissaient entrevoir un réseau de corruption bien plus vaste. Il était clair que l'ami de mon père n'aidait pas seulement Gallo. Il était un partenaire clé de ces machinations. Mon plan a commencé à prendre forme, une stratégie en 3 étapes. Premièrement, exposer les activités illégales actuelles de Gallo. Deuxièmement, couper ses bouées de sauvetage financières, en le reliant à ta guerre. Troisièmement, et c'est le plus important, tendre un piège si parfait, qu'il y entrerait de lui-même, impliquant toutes les personnes concernées. La clé de ce piège, ai-je réalisé avec un sens de l'ironie sinistre, c'était ma propre sœur. Thorn, ai-je dit, en pointant un fichier journal signalé sur l'écran principal. Il y a quelques semaines, une tentative d'accès non autorisé a été faite sur un ancien disque dur que j'utilisais.
La tentative provenait d'un terminal ici, à Ravenwood, en utilisant les identifiants d'un officier de la marine. Les yeux de Thorne se sont plissés. Caitlin, a-t-il déclaré, ce n'était pas une question. Oui, ai-je confirmé. Elle n'a pas réussi à passer, mais elle a laissé une empreinte numérique. Un petit caillou. Gallo est un maître du contre-espionnage. S'il surveillait ma famille, en cherchant une porte d'entrée, il aurait vu cette tentative. Il l'interpréterait comme une faiblesse, une erreur grossière commise par un membre de la famille mécontent, une vulnérabilité potentielle à exploiter. Un plan s'est cristallisé dans mon esprit. Nous allons utiliser ce petit caillou. Nous allons créer un pot de miel, un serveur leurre, qui imite un réseau classifié du Pentagone. Nous y sèmerons ce qui ressemble à des schémas de drone top secrets, des données incroyablement précieuses. Et nous laisserons un point d'entrée unique et subtil, qui semble lié au piratage raté de Caitlin. Nous ne tendons pas seulement un piège pour un hacker. Nous appâtons l'ego de Gallo. Il croira qu'il est en train de déjouer ma stupide petite sœur pour m'atteindre. Mais, pour que le piège soit vraiment efficace, j'avais besoin d'un allié à l'intérieur du Pentagone. Quelqu'un ayant l'autorité de réunir les bonnes personnes, au bon moment. Il n'y avait qu'un seul choix logique, et c'était un pari risqué. J'ai passé un appel vidéo sécurisé au colonel Eva Matson, la redoutable chef de la division de la sécurité interne de la direction. Matson était une officière stricte, qui avait par le passé, considéré mes méthodes non conventionnelles avec méfiance. Son visage est apparu sur l'écran, l'expression impassible. « Directrice Anya », a-t-elle dit sèchement. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai exposé l'ensemble de l'opération, de la demande de mon père et mon refus, jusqu'à l'email anonyme et mon enquête subséquente sur Gallo. Je lui ai parlé de la stratégie du pot de miel. Et je n'ai pas caché l'implication de Caitlin. Je lui ai tout dit, posant mes cartes sur la table. C'était un risque calculé. Exposer les dysfonctionnements de ma famille était une vulnérabilité, mais la transparence était le seul moyen de gagner sa confiance. Matson a écouté sans m'interrompre, ses yeux ne quittant jamais les miens. Quand j'ai eu terminé, elle est restée silencieuse un long moment, analysant la situation. Je pouvais voir les rouages tourner derrière son regard d'acier. Vous utilisez la tentative désastreuse de votre propre famille de vous saboter, comme appât pour une opération de renseignement de haut niveau, a-t-elle finalement dit. Avec une note dans sa voix que je n'arrivais pas à déchiffrer. Vous mettez toute votre carrière, et la réputation de la direction, sur ce seul coup. Oui, ai-je répondu simplement. Un sourire lent et fin s'est dessiné sur ses lèvres. C'était la première fois que je la voyais sourire. J'aime ça, a-t-elle déclaré. C'est audacieux. C'est propre. Vous avez tout mon soutien, directrice. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Les pièces étaient en place. L'arme était assemblée. J'ai regardé l'écran, où Diaz venait de terminer de configurer le serveur pot de miel. Maintenant, ai-je dit à Thorne, un calme glacial s'installant en moi. Nous attendons que le serpent morde à l'hameçon. L'appât a été mordu. 2 jours après l'installation du pot de miel, Marcus Gallo, aveuglé par sa propre arrogance, a déclenché l'alerte finale. Croyant avoir réussi à infiltrer un serveur de haut niveau du Pentagone, il a initié un transfert complet des données. Le piège s'est refermé. Le lendemain matin, je me suis retrouvé dans le seul endroit que j'avais passé ma vie à essayer d'éviter pour ne pas être jugé, une salle d'audience sécurisée au Pentagone. La pièce était une boîte stérile sans fenêtre, conçue pour les secrets et les interrogatoires. L'air y était froid, recyclé, et chargé de tension. Assis autour d'une table en acajou poli, se trouvaient certaines des figures les plus puissantes des communautés militaires et du renseignement américain. Un général 3 étoiles de l'armée de l'air, le directeur adjoint de la NSA, et plusieurs autres hauts fonctionnaires. Et à l'autre bout de la table, assis côte à côte, se trouvaient mon père et ma sœur. L'amiral Vance était là, en sa qualité de conseiller principal respecté. La capitaine Caitlin Vance était présente en tant que personne d'intérêt, l'origine supposée de la faille de sécurité. J'étais assise en face d'eux, simple analyste de bas niveau du département de l'énergie, le bouc émissaire désigné pour les procédures de la journée. Elias Thorne se tenait contre le mur du fond, telle une statue silencieuse et indéchiffrable. Le témoin vedette, bien sûr, était Marcus Gallo. Il n'a pas été amené en tant que suspect, mais en tant que consultant expert qui avait découvert la faille.
Il est entré dans la pièce avec un air de confiance suffisant, vêtu d'un costume cher, l'image même de la réussite d'entreprise. Il a serré la main des généraux, son sourire lisse et bien exercé. Il m'a fait un signe de tête condescendant. Mon père et ma sœur regardaient la scène, leurs expressions étant un mélange de satisfaction sinistre et d'anticipation. On y était. C'était la scène de mon exécution publique. Gallo a commencé sa présentation, sa voix étant confiante et clinique. Il a utilisé un pointeur laser pour mettre en évidence des diagrammes de réseau complexes, sur un grand écran, tissant un récit convaincant d'une exfiltration de données significatives. Il a parlé de protocoles de sécurité négligés, et d'un point d'entrée vulnérable qu'il avait retracé jusqu'aux identifiants d'un utilisateur spécifique, ceux de la capitaine Caitlin Vance. Il a ensuite habilement suggéré que la brèche provenait probablement de quelqu'un de proche d'elle. Quelqu'un avec des antécédents d'instabilité, et une habilitation de sécurité inférieure. Il n'a jamais prononcé mon nom, mais tous les regards dans la pièce se sont tournés vers moi. Je pouvais sentir le poids de leurs soupçons, le jugement silencieux. J'ai croisé le regard de mon père. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, seulement une froide et dure finalité. Il croyait à tout ça. Il voulait y croire. Caitlin portait un masque de professionnalisme inquiet, mais je pouvais voir la lueur triomphante dans ses yeux. En conclusion, a déclaré Gallo, se tournant vers le panel, cela représente un échec catastrophique de la sécurité interne. L'individu responsable doit être identifié, et traité immédiatement pour prévenir tout dommage supplémentaire à notre sécurité nationale. Il s'est rassis sous un murmure d'approbation grave. Le piège était parfaitement en place. Mais il n'était pas pour moi. Le général 3 étoiles s'est éclairci la gorge, prêt à prononcer la sentence. Mais avant qu'il ne puisse parler, le colonel Eva Matson, qui était restée tranquillement assise dans un coin, s'est levée. « Général, si vous le permettez, a-t-elle dit, sa voix coupant court à l'attention. Merci pour cette présentation très théâtrale, monsieur Gallo. Avant de poursuivre, je crois qu'il est crucial d'entendre la personne, ayant la plus haute autorité sur les menaces non traditionnelles dans cette pièce. » Un silence confus s'est abattu. Le général a regardé Matson, puis autour de la table. « Et qui serait ce, colonel ?» Matson a tourné la tête, son regard se verrouillant directement sur moi. Sa voix était claire, précise, et a résonné dans le silence stupéfait de la pièce. La directrice Anya Vance, bien sûr. Directrice, peut-être pourriez-vous éclairer cette situation pour nous. Le temps a semblé s'arrêter. Toutes les têtes ont pivoté dans ma direction. Le son dans la pièce fut une inspiration collective et brusque. J'ai vu la mâchoire de mon père s'ouvrir littéralement, son visage devenant un masque d'incrédulité totale. Ses yeux, qui étaient si froids et pleins de jugement quelques instants plus tôt, étaient maintenant écarquillés par la confusion, et une horreur naissante. À côté de lui, Caitlin a pâli, d'une blancheur fantomatique, son calme professionnel volé en éclats, révélant le choc brut en dessous. Elle me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu de sa vie. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu la plus infime esquisse de sourire, effleurer le coin des lèvres d'Elias Thorne. Je me suis levé lentement de ma chaise. La petite Evie, invisible et effacée qu'ils étaient tous venus condamner, avait disparu. À sa place se tenait Anya, la directrice de la direction. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. Merci, colonel Matson, ai-je dit, ma voix calme et porteuse d'une autorité, qui a fait taire toute interruption potentielle. Monsieur Gallo a raison sur un point. Il y a bien eu une faille de sécurité. Cependant, ce n'était pas une faille dans nos systèmes. C'était une brèche dans les siens. J'ai fait un signe de tête à Thorne, qui a tapé une commande sur une tablette. L'écran principal derrière moi a changé. La présentation confiante de Gallo a été remplacée, par un flux en direct de son propre réseau crypté. L'intégralité de la fuite de données, ai-je expliqué, ma voix froide et précise, était en réalité une opération pot de miel, conçue et exécutée par la direction. Nous avons semé sur un serveur leurs des données fantômes. Ces schémas de drones que monsieur Gallo était si fier de trouver. Et nous l'y avons conduit en utilisant un petit caillou numérique, qu'il a pris pour une vulnérabilité. Je me suis avancé vers l'écran, mon regard balayant les visages choqués des généraux, pour ensuite atterrir sur Gallo, dont le visage était maintenant couvert de sueur et de panique. Au cours des dernières 72 heures, chaque frappe que monsieur Gallo a effectuée sur son clavier, chaque message crypté qu'il a envoyé,
chaque euro qu'il a déplacé, a été enregistré par un cheval de Troie, qu'il a lui-même volontairement téléchargé sur son propre système. L'écran s'est divisé, affichant les comptes bancaires offshore de Gallo dans les îles Caïmans, détaillant les virements illégaux vers des sociétés écrans. Il a montré des emails cryptés entre lui et Robert Aguerre, discutant de leur plan pour utiliser mon père pour faire pression sur moi. Il a tout montré. La toile de tromperie a été mise à nu pour que tout le monde puisse la voir. Monsieur Gallo n'était pas en train de découvrir une menace, ai-je conclu, me tournant de nouveau vers le panel. Il était la menace. Et, il vient de nous livrer directement l'intégralité de son entreprise criminelle. Alors que je finissais de parler, les lourdes portes au fond du CIF se sont ouvertes. Deux hommes au visage de pierre, vêtus de costumes sombres et de coupe-vent du FBI, sont entrés dans la pièce. Ils ont marché directement vers Gallo, qui était pétrifié sur sa chaise, le visage cendré. Marcus Gallo, a déclaré l'un des agents, d'une voix neutre. Vous êtes en état d'arrestation pour complot, espionnage, et de multiples violations des lois fédérales sur la sécurité. Alors qu'il le remettait sur ses pieds, et lui passait les menottes au poignet, la pièce est restée totalement silencieuse. Les généraux, mon père, ma sœur. Ils étaient tous des statues, paralysés par le retournement de situation des 10 dernières minutes. La guerre avec Gallo était terminée. Les lourdes portes du CIF se sont refermées derrière les agents fédéraux, laissant un silence profond dans leur sillage. Je n'ai pas regardé les généraux vaincus, ni les fonctionnaires stupéfaits. Mes yeux ont cherché mon père, et ma sœur. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la peur dans leurs yeux. De la peur, et une incrédulité totale. Le règlement de compte avec ma famille venait de commencer. La séance a été levée. Les généraux et les fonctionnaires sont sortis du CIF, avec un nouveau respect prudent dans le regard, certains m'offrant des hochements de tête raides et formels. Je l'ai à peine remarqué. Après que les lourdes portes se soient refermées derrière le dernier d'entre eux, un silence profond s'est abattu. Thorne m'a adressé un unique hochement de tête entendu, depuis l'autre côté de la pièce, avant de s'excuser discrètement, me laissant seul avec les ruines de ma famille. Pendant un long moment, nous sommes restés tous les trois plantés là, figés dans la lumière froide et stérile de la salle d'audience du Pentagone. L'heure des comptes était arrivée. Mon père a été le premier à retrouver sa voix. Le choc dans ses yeux avait tourné en une rage sombre et bredouillante. Il m'a suivi alors que je ramassais mes affaires, ses pas lourds sur le sol carrelé. Il n'a pas attendu que nous soyons sortis de la pièce. Il m'a coincé près de la porte, le visage rouge, et la voix ressemblant à un grognement sourd et furieux. « Que as-tu fait, Evelyne » a-t-il sifflé, l'utilisation de mon prénom complet étant un signe clair de sa fureur. « Tu m'as humilié. Tu as traîné le nom d'Evans dans la boue, devant mes pairs. » Je me suis tourné pour lui faire face, et, pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucune peur. Les années d'intimidation, où je me recroquevillais sous sa désapprobation, avaient été réduites en cendres dans le brasier de la semaine écoulée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Le nom d'Evans » ai-je demandé, ma voix dangereusement calme, plus froide que la sienne ne l'avait jamais été. « Parlons du nom d'Evans, père. L'honneur de la famille consiste-t-il à essayer de forcer votre fille à commettre un crime fédéral, pour protéger un associé commercial corrompu? Ou, consiste-t-il à la déshériter? Parce qu'elle a choisi une voie différente? Dites-moi. J'adorerais comprendre votre définition de l'honneur. » Son visage est passé du rouge à la pâleur. Les accusations, prononcées à voix haute avec une telle clarté, l'ont laissé sans voix. Il n'avait aucune défense contre la vérité. C'est Caitlin qui s'est avancée à ce moment-là, le visage pâle et strié de larmes. L'arrogance avait disparu, remplacée par un regard désespéré et paniqué. « Evie, je suis tellement désolé » a-t-elle balbutié, en tendant la main vers moi. Je ne savais pas. Je jure que je ne connaissais pas l'ampleur de la chose. J'ai regardé sa main tendue, mais je n'ai fait aucun geste pour la prendre. L'excuse semblait creuse. L'effort de la dernière chance, pour sauver quelque chose des ruines. Tu ne savais pas, ai-je répondu, la voix plate, dénuée d'émotion. Ou tu ne voulais pas savoir, Caitlin. Lequel des deux est-ce? Toute ma vie, tu avais juste besoin que je sois le raté de la famille, pour que tu puisses être l'étoile. Tu avais besoin de mon effacement. Pour que ton ambition paraisse plus brillante. Tu n'as jamais été ma sœur. Tu as été ma concurrente, ma geôlière.
Chaque mot était une vérité que j'avais ravalée pendant des décennies. Et maintenant, ils étaient sortis, tranchants et indéniables. Elle a tressailli comme si on l'avait frappée, sa main retombant le long de son corps. Elle n'avait rien à dire, parce qu'elle savait que c'était vrai. La fondation de toute notre relation avait été bâtie sur cette dynamique toxique, et je venais de la démolir. Je ne suis pas celle qui a apporté le déshonneur à cette famille, ai-je déclaré, mon regard se reportant sur mon père abasourdi. C'est moi qui ai nettoyé le désordre. Lentement, et délibérément, j'ai retiré la bague en saphir de mon doigt. La bague du général Thompson. Le symbole de mon véritable héritage. Je l'ai tenue dans le creux de ma main, le métal froid contre ma peau. Vous aviez raison sur un point, père, ai-je dit, soutenant son regard. Cette bague en diamant de famille, elle n'est pas pour moi. Parce que je n'appartiens plus à votre monde. Je ne souscris pas à votre version de l'héritage. Je leur ai tourné le dos à tous les deux, tournant le dos aux années de douleur et de souffrance silencieuse, et j'ai marché vers la porte. Evelyne, attends, a appelé mon père, une note de désespoir dans la voix maintenant. Mais il était trop tard. À partir de maintenant, ai-je dit, marquant une pause la main sur la poignée de porte, mais sans me retourner. Ne me contactez plus. Ni l'un, ni l'autre. Je suis sorti dans le long couloir anonyme du Pentagone, et je n'ai pas regardé en arrière, les laissant seuls au milieu des ruines qu'ils avaient créées. En traversant le parking couvert, l'air frais parfumé au béton m'a paru pur. Un profond sentiment de libération m'a envahi. Une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. La guerre était terminée. J'avais gagné. Mais, alors que je montais dans ma voiture et que l'adrénaline commençait à retomber, la victoire m'a semblé creuse. La colère avait disparu. La peur avait disparu. À leur place, un vide immense et silencieux. J'avais gagné la guerre, brûlé les ponts, et je m'étais sauvé. Mais maintenant, debout seul dans les décombres de mon ancienne vie, je devais découvrir ce qui viendrait ensuite. Les semaines qui ont suivi l'audience ont été un tourbillon de débriefing et de rapports. La direction a agi rapidement pour démanteler le réseau de Gallo, et les retombées politiques pour l'associé de mon père, Robert Aguerre, ont été immédiates et sévères. J'ai appris par des canaux non officiels que mon père avait démissionné de tous ses conseils consultatifs. Le nom des Vance, autrefois un bouclier d'honneur, était devenu un fardeau. Je n'ai rien ressenti en entendant ces nouvelles. Ni satisfaction, ni pitié. Juste une profonde et creuse distance. Quelques mois plus tard, par une fraîche journée d'automne, un petit service commémoratif privé a été organisé pour le général Thompson, au cimetière national d'Arlington. C'était pour marquer l'anniversaire de sa mort, pendant l'opération Soleil d'hiver. Il n'y avait pas de presse, pas de politiciens. Seulement une poignée d'entre nous, de la direction, debout parmi les rangées infinies de pierres tombales blanches. La dignité tranquille du lieu, le bruissement des feuilles mortes, et le son lointain et lugubre du clairon, joué pour un autre soldat tombé, créaient un sentiment de paix solennelle. Je me suis tenu devant sa pierre tombale, simple et élégante, la même que toutes les autres, et j'ai déposé une unique rose blanche à sa base. Elias Thorne se tenait à mes côtés, son visage buriné impassible, mais sa présence était d'un solide réconfort. En regardant le petit groupe réuni, Matson, Diaz, Chen, et quelques autres agents de haut rang, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. C'était ma famille maintenant. Une famille forgée non par le sang, mais par des secrets partagés, un respect mutuel, et un engagement silencieux et inébranlable envers une cause plus grande que nous. Alors que nous observions une minute de silence, Thorne a posé une main lourde sur mon épaule. Ce n'était pas un geste de pitié, mais de solidarité. La reconnaissance silencieuse d'une perte commune, et d'un but commun. Quand je suis retourné à mon appartement cet après-midi-là, il y avait un seul courrier dans ma boîte aux lettres, qui n'était ni une facture, ni de la publicité. C'était une épaisse enveloppe couleur crème, avec mon nom écrit sur le devant. D'une écriture que j'ai reconnue instantanément, bien que je ne l'ai pas vue depuis des années. C'était de Caitlin. Mon premier instinct a été de la jeter. De ne pas laisser ce monde toucher ce nouveau sentiment de paix. Mais la curiosité, ou peut-être un dernier fil tenace de connexion, m'a poussé à l'ouvrir. La lettre à l'intérieur, écrite sur du papier à en-tête épais, n'était pas l'excuse décousue et égoïste que j'avais anticipée. Elle était courte, directe, et étonnamment honnête. Elle écrivait qu'elle avait refusé d'accepter la bague en diamant de famille de notre père.
Elle me disait qu'elle avait demandé une mutation pour la flotte du Pacifique. Aussi loin de Washington, et de l'influence de la famille, qu'elle pouvait l'être. La lettre se terminait par quelques phrases simples et puissantes. Tu avais raison sur tout, Evie. J'ai passé ma vie entière à rivaliser avec un fantôme, et je ne me suis jamais arrêté pour voir la personne qui était réellement là. J'ai besoin de découvrir qui je suis, sans le poids du nom d'Evance. J'espère que tu trouveras ta paix. Ce n'était pas un plaidoyer pour la réconciliation. C'était une déclaration d'indépendance. C'était, à sa manière, un dernier adieu silencieux. J'ai plié la lettre, et je l'ai rangée. Un étrange mélange de tristesse et de soulagement s'installant en moi. Le pont était bel et bien brûlé. Mais peut-être que, de l'autre côté, nous pourrions enfin toutes les deux commencer à construire quelque chose de nouveau pour nous-mêmes. Au printemps suivant, j'ai acheté une petite cabane rustique, nichée au cœur des montagnes Blue Ridge, non loin de Ravenwood. Elle était faite de bois sombre, avec une grande véranda et une cheminée en pierre. C'était le premier endroit qui ait jamais vraiment semblé m'appartenir. Par un matin frais, je me tenais sur cette véranda, un mug en céramique chaud rempli de café noir entre les mains, et j'ai regardé le soleil se lever sur la vallée embrumée. L'air était propre et froid, et le seul son était le gazouillis des oiseaux. La bague en saphir, la bague du général Thompson, était de retour à mon doigt. Elle semblait différente maintenant. Ce n'était plus un fardeau ou un secret, mais une part de moi-même, silencieuse et confortable. Je n'étais plus la petite Evie brisée, désespérée d'obtenir de l'approbation. Et je n'étais pas non plus la froide et calculatrice Anya, fonctionnant à la rage. J'étais juste Evelyn. Une femme qui avait traversé le feu, et qui avait trouvé une force tranquille de l'autre côté. Mon héritage n'était pas celui que mon père avait essayé de m'imposer. Un héritage de noms et de portraits, dans des cadres dorés. Mon héritage était silencieux. Il résidait dans les opérations que je dirigeais, dans les menaces que je neutralisais, dans les vies qui étaient en sécurité grâce au travail que je faisais dans l'ombre. Ce n'était pas un héritage qui serait un jour gravé dans la pierre, mais il était réel. Le soleil a grimpé plus haut, inondant la vallée d'une lumière dorée. Les fantômes du passé étaient calmes maintenant. Pas disparus, mais enfin en paix. Et, pour la première fois d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai regardé vers l'avenir, non pas comme quelque chose à endurer, mais comme quelque chose à construire. J'ai ressenti un sentiment de paix profond, et inébranlable. Mon parcours m'a appris que la véritable paix ne vient pas de l'approbation d'une famille. Elle vient de l'acceptation de son propre chemin, et de la découverte du courage pour l'emprunter. C'est une force tranquille, un héritage bâti dans le silence. Si une partie de mon histoire a résonné, avec la force que vous avez trouvée dans votre propre vie, je serais honoré que vous laissiez un cœur bleu dans les commentaires, pour partager cette énergie paisible avec d'autres. S'il vous plaît, aimez cette vidéo, et abonnez-vous à la chaîne. Il y a tellement d'autres histoires de résilience silencieuse qui attendent d'être racontées, et je veux les partager avec vous.